Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Power Sport News numéro 1. Tous les mois, le sport moto sous toutes ses formes. Qui dit compétition dit tour de chauffe, qui dit émission dit sommaire. Dans cette première émission, on plonge dans l'univers de la glisse avec le Speedway, en compagnie de Mathias Trésarieux, champion de la discipline. Jean-Marc Delétang révèle pour la première fois les contours d'une fonction essentielle en MotoGP, le directeur de course. Il nous présente aussi le championnat de France de vitesse, le FSBK, des courses spectaculaires à découvrir ou redécouvrir. Power Sport News, c'est aussi une bonne dose de musique avec le groupe Engine. Ces musiciens sont tous issus de l'univers de la moto, comme son batteur Daniel Schwartz de chez Motul. Avec eux sur scène au dernier bol d'or, un guest, Monsieur Johan Zarco en personne. Le Mbappé du motoball, Louis Magnin, est sur le plateau, une discipline spectaculaire qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et enfin, notre envoyé spécial Blandine Capelier rencontre à Lyon les grands acteurs français de la moto lors du dernier salon du deux roues. Avec nous Pascal Tomec qui représente Motul. Salut Pascal. Bonjour David. Monsieur, 60 000 km par an, c'est la distance que tu fais en moto? Sur route. Sur route. Alors si quelqu'un fait mieux, on veut l'épreuve et il gagne un bidon de 300 verres, on est d'accord? Route ou tout terrain. Route ou tout terrain. Avec nous également Benjamin Dintrone de la Fédération Française de Motocyclisme. On va dire FFM pour la suite de l'émission. On peut dire FFM. Bonjour David. Bonjour Pascal. Bonjour Benjamin. Tout au long de l'année, on va vous faire découvrir le sport moto sous toutes ses formes, on l'a dit. Et sous toutes ses formes, c'est pas seulement les pilotes, c'est pas seulement les team managers, c'est pas seulement les mécaniciens. La FFM, vous le savez mieux que personne, que le sport moto génère énormément de métiers, Benjamin. Effectivement, je pense qu'on est au cœur du réacteur. Les activités de la fédération sont extrêmement riches avec de nombreuses missions. On est présent à tous les niveaux. On a un maillage associatif qui est exceptionnel sur le terrain. Et c'est l'occasion justement d'aller découvrir l'envers du décor à travers cette émission. Les compétitions moto, c'est combien de disciplines, Benjamin? Le sport moto, parce que c'est de ça dont il va s'agir, c'est combien de disciplines? Alors c'est 9 disciplines pour 60 championnats, coupes et trophées de France. Et au sein de ces disciplines, on a des spécialités, 22 spécialités. C'est-à-dire que si on prend la discipline motocross, on a du quad cross, on a du sidecar, on a du supermotard. Si on va sur les courses sur piste, on a du long track, du flat track, du grass track. Donc vraiment, on a un panel d'activités qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer sur tous les terrains de France. Et pour toutes ces compétitions, il faut des lubrifiants, on est d'accord? Vous êtes impliqué dans beaucoup de compétitions au Motul? Quasiment toutes les disciplines depuis la Seconde Guerre mondiale, le lubrifiant a pris une importance capitale. Il n'existe pas un seul moteur aujourd'hui qui puisse fonctionner sans lubrifiant. Et la marque Motul a toujours été associée aux plus belles motos, aux plus beaux équipages, aux plus belles réussites. Alors souvent on rigole, dans les réussites on prend beaucoup de plaisir, mais dans les défaites on pleure aussi de temps en temps avec les écuries. On va rester dans la FFM puisqu'on va retrouver ton président, Sébastien Poirier, et Blandine pour une interview au salon du deux roues de Lyon. Sébastien, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Écoutez, c'est un vrai plaisir de vous accueillir ici dans le, peut-être pas le plus beau stand, mais en tout cas un très beau stand de la fédération où on accueille avec beaucoup de plaisir tous nos licenciés puisqu'il y a un pack licencié qui est offert ici sur le salon. J'ai cru comprendre que cette année, on était sur une année record en termes de licenciés. Est-ce que vous avez quelques chiffres ? Alors 2023 a été une année record, comme l'avait été l'année 2022, puisque en 2023 nous étions à 104 137 licences et titres de participation délivrés. C'est très important parce qu'on a retrouvé nos chiffres clés versus de 2019 avant Covid. Et puis donc on a progressé en termes de nombre de licenciés avec beaucoup de compétiteurs. On a conservé tous nos licenciés entraînement, de nouveaux acteurs, de nouveaux pilotes qui prennent un titre de participation à travers un pas circuit ou une licence à la journée. Et donc une fédération elle est forte également à travers le nombre de pratiquants qui est fédéré à son sein. Aujourd'hui, on fait la première de Power Sport News. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission ? Qu'est-ce que vous attendez ? Quelles sont vos attentes, vos objectifs pour cette émission ? Écoutez, d'abord, moi je suis très heureux qu'il y ait une émission dédiée très largement au monde de la moto et plus spécifiquement aussi au niveau national. Je pense que c'est important de communiquer sur le niveau national. Donc avoir une émission originale avec un ton qui s'inscrit dans la durée, avec un projet qui s'inscrit dans la durée, c'est très important pour nous. Ça nous permettra de valoriser tout ce qu'au niveau français, sur notre territoire, on est capable de faire, tant d'un point de vue, encore une fois, économique, et le salon en est vraiment un bon exemple, que d'un point de vue sportif, parce que la France est une très belle
terre de moto, une très belle terre avec de très très beaux championnats de France, de très très beaux champions de France. Il faut vraiment mettre en lumière. Et donc moi je suis très heureux de vous accueillir, en tout cas de participer à cette première. Et puis longue vie à vous, ma chère Blandine. Merci à Motul, parce que Blandine et Motul, eh bien, ça nous fait un bel équipage, un bel attelage pour cette année. Et je crois qu'il faut vraiment que la filière économique, à l'image de Motul, eh bien, investisse dans notre pays. Si je devais conclure et comparer par rapport à l'Espagne et l'Italie, on en parle souvent, l'industrie, la filière économique moto espagnole, la filière économique moto italienne, s'investit considérablement dans les projets nationaux. Donc on a besoin, nous en France, de passer ce cut-là, de se rapprocher, et cette émission, j'en suis persuadé, le permettra. On en est persuadé aussi, et en tout cas, on l'espère énormément. Jean-Marc Delettan nous a rejoint sur le plateau de Power Sport News. Jean-Marc, comment doit-on te présenter? Salut. Un bipède, bonjour David, bonjour Pascal. Je n'en sais rien, passionné de moto depuis tout petit. Passionné de moto, passionné de sport moto. Ton histoire professionnelle et personnelle est très très liée au sport moto. On va en reparler un peu avec Pascal. Explique-nous, tu as commencé par être pilote. Là aujourd'hui, tu es impliqué dans la course moto toujours, mais de l'autre côté de la barrière. Commence par le commencement. Alors j'ai commencé quand j'étais très jeune, j'avais envie de faire de la moto. Tout petit, je voulais rouler à moto. Je ne sais pas pourquoi, pour moi c'était la liberté. Donc je me suis dirigé vers des études de mécanique. Et puis quand j'ai fait ces diplômes, j'ai découvert le sport moto, les courses et tout ça, et ça m'a donné envie d'être pilote. Tu as été pilote, tu as été champion. Oui, j'ai été Superbike, parce qu'on parle de Superbike, ouais. FSBK aujourd'hui, c'était Superbike à l'époque, tu étais champion de France. J'étais 4 fois champion de France de Superbike. 4 fois champion de France. J'ai gagné la Coupe du Monde Suzuki en 92, et puis en 93 j'ai gagné mon premier bol d'or. Après j'ai même fait une pige en MotoGP en remplaçant Freddy Spencer à Jarama. Tu es aujourd'hui plus sur la piste, sauf quand il y a un peu d'huile sur la piste que tu dois nettoyer, mais tu es derrière tes écrans. Qu'est-ce que tu fais exactement? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle dans cette hiérarchie de direction de course? Tu nous expliques en quelques mots? En fin de compte, le travail du directeur de course, c'est vous êtes responsable, pas de l'organisation, parce que pour le MotoGP, c'est Claude Michy qui gère avec ses équipes, et très bien d'ailleurs, la totalité de l'événement, mais à partir du moment où la voie des stands est ouverte, que les pilotes sortent, jusqu'à ce qu'on mette un drapeau damier, c'est moi qui gère avec Mike Webb Mike Webb, c'est le race directeur, si vous voulez. C'est que course de Dorna, c'est ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est mis en place sur l'intégralité du championnat du monde, qui fait partie de la Dorna et qui s'assure que le travail du directeur de course soit bien fait. Donc tout ce qui concerne la sécurité des pilotes quand ils roulent, les évacuations, les interventions de commissaires, enfin, il y a tout un... c'est les travailleurs de l'ombre, parce qu'on ne s'imagine pas. Est-ce que parfois, ça vous arrive de ne pas être au diapason? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des divergences d'opinion, de décision? Alors, ça arrive? Allez, la vérité, Jean-Marc, entre nous. Oui, non mais... l'année dernière, oui, on a eu... ce qui se passe, c'est que il y a des moments donnés... tout. Il y a des interventions à faire au niveau des épreuves. Et c'est vrai qu'il y a le côté du direct de la télé où on ne veut pas que ça s'arrête parce que voilà, c'est comme ça et tout ça. Mais malheureusement, parfois, il y a des réalités physiques avec des motos qui chutent. Moi, j'ai qu'une équipe de médecins par virage. Si j'ai 3 motos dans le bac, si j'ai 3 blessés, ça veut dire que tout de suite, ça devient compliqué. Donc ça sous-entend que la course continue, mais il y a un moment donné, il faut mettre un rouge. Et parfois, on est obligé de pousser pour mettre le rouge parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis, je ne veux surtout pas... Et ça se joue à la seconde, ça. Oui, alors, c'est vrai que Le Mans... Ce qui se passe, c'est que Le Mans, c'est pas là... À partir du moment où il y a une chute, il se passe 90 secondes. On sait qu'il y a une chute au garage vert ou il y a une chute au musée. J'ai 90 secondes avant que les motos reviennent. 90 secondes. Donc, ça veut dire que toute la formation que j'ai avec mes commissaires pendant l'intersaison ou pendant les briefings et tout ça, ils ont l'habitude avec moi de parler en secondes, de savoir en disant, voilà, 60 secondes. 40 secondes. Et combien il y a de commissaires autour du circuit, sur une course de MotoGP par exemple? Alors là, pour le MotoGP, on a à peu près presque 400 commissaires.
400 commissaires pour le MotoGP. Pour une épreuve comme les 24 heures du Mans, j'imagine que c'est davantage. Alors, les 24 heures, on travaille parce que... C'est au même endroit, hein, c'est le même circuit. C'est au même endroit, c'est le même circuit. Alors, il y a des postes. Il faut savoir que le MotoGP, en fonction de la vitesse et tout, il y a des postes de commissaires plus ou moins en plus, avec des endroits stratégiques. Mais sur une épreuve d'endurance, on va monter à 700 commissaires. 700 commissaires. Il faut les trouver, les commissaires. Comment vous les formez? Est-ce qu'il y a des sessions? Est-ce qu'il y a des formations? Alors c'est du travail l'hiver. On travaille beaucoup avec des vidéos maintenant. On les forme par rapport à un travail de l'année d'avant. Là, depuis que je suis arrivé à la fédération, on a remis des formations en place tous les ans. Vraiment, il y a un gros travail d'accompagnement, mais c'est une famille merveilleuse. Et alors, sur un MotoGP, par exemple, à vue de nez comme ça, tu dirais qu'il y a combien de métiers différents? Je crois que le MotoGP, il y a 2000 personnes qui travaillent sur un MotoGP quand on est sur un week-end. Le nombre de métiers, ce que ça induit propre à la course ou autour de la course, c'est la vie. C'est la vie. Les journalistes, hein, oui, les journalistes, mais tu prends tout ce qui se passe quand je discute avec Claude Michy, parfois quand on parle de la quantité de bière, des serveurs, de l'entretien, des chauffeurs routiers, de tous ceux qui viennent mettre les panneaux publicitaires, de ceux qui font les peintures. C'est énorme. Tu ne vas pas tous les faire, ces métiers, toi? Non. Moi, on est d'accord. Non. Tu vas rester tranquille, Jean-Marc. Mais il y a tellement à faire encore. Merci, Jean-Marc. Alors, tu parlais de passionné. On va retrouver un autre passionné. Lui, il est resté pilote, mais il n'a pas changé de métier, mais il a changé de discipline. Il en a fait beaucoup. Mike Di Meglio, champion du monde en Grand Prix, champion du monde en endurance. Il a connu le MotoGP, il a tout connu. Mike Di Meglio avec Blandine au salon du deux roues de Lyon. Mike, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Et ça va très bien. Comment se passe le salon? Et nickel, il y a du monde déjà pour un jeudi, donc c'est impressionnant. Tu vas rester toute la durée? Non, là je reste juste aujourd'hui parce qu'après je dois partir sur Portimao, un essai presse avec Honda. Oh, super. Alors Mike, comment s'annonce la saison pour toi? Ça s'annonce bien, on a fait des essais en décembre avec le team. On a vu que la 2024 a de beaux potentiels, ils ont bien progressé, Honda a fait un super boulot. Donc hâte d'être au Prémant et aux 24 heures pour en découdre et essayer d'aller chercher le titre. Mike, l'endurance dans le milieu de la moto, qu'est-ce que ça représente pour toi, aux yeux du monde, aux yeux de tout le monde? Déjà pour soi-même c'est un défi, faire une course aussi longue, dans des conditions des fois dures. L'année dernière Le Mans ça a été très compliqué, il faisait très froid le matin, du brouillard, on ne voyait rien. Donc voilà, un défi humain, partage avec ses coéquipiers, avec les mécaniciens qui ne dorment pas, qui ne lâchent rien. Et puis franchement quand on arrive au bout et qu'on a la victoire, on est juste content d'avoir réussi ce défi humain et heureux pour toute l'équipe et tous les fans d'Honda. Ça c'est sûr. En tout cas, on espère que ce sera une bonne saison pour toute l'équipe, surtout pour toi également. Et puis David, à toi. Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs. Et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Et puisqu'on parle de vibrer, on accueille Daniel Schwartz de Motul. Salut Daniel. Bonjour. Alors toi, tu mènes tes troupes à la baguette, t'es batteur dans le groupe Engine. Exactement. Oui. Alors avant d'en connaître plus, d'en savoir plus sur Engine, je vous propose de regarder un extrait du concert que le groupe a donné au Bol d'Or avec un invité surprise. De se voir, on ne se voyait plus. À te vouloir y croire, on n'y croyait plus. Et ne me laisse pas, si tu n'es pas sûr. Loin, loin de toi, tu n'es tout bas. Cette petite aventure va tourner en écho. Éclaire-moi, éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. Vous l'attendiez tous, mesdames et messieurs,
Il va nous accompagner à la guitare et au chant, Monsieur Johan Zarco. Engine, moteur en anglais, Daniel, c'est quoi votre moteur dans le groupe? Notre moteur dans le groupe, c'est une histoire de passion, d'amitié, et puis de s'être retrouvé comme ça en tant qu'amateur et de jouer finalement comme des professionnels. Accès aux grandes scènes, j'ai même honte parfois, parce que je me dis qu'il y a des tas de groupes qui jouent certainement bien mieux que nous, pas le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas, vous êtes accès. bon. C'est-à-dire que c'était one shot normalement, il se trouve qu'il y avait du monde, les gens sont restés. Donc quand les gens restent dans la musique, c'est que ça marche. Sinon on se prend des tomates, hein. Moi j'ai vu des concerts où les premières parties se prenaient vraiment des tomates. Ça ne nous est pas arrivé, on nous a redemandé de rejouer et à chaque fois il y a un peu plus de monde. Donc on se dit qu'effectivement on n'est pas complètement des imposteurs. Bah non, pas du tout, pas du tout. Même, donc toi t'es à la batterie, oui. Une guitare, une basse, un chanteur. Tout ce petit monde a été composé. Comment c'est né, Engine? C'est né en backstage du Bol d'Or 2021, celui qui était juste avant celui du centenaire. Et c'est Sophie Casanova et Philippe Budillon qui m'ont approché avec Sébastien Pernel en nous parlant pour les 100 ans du Bol d'Or, d'avoir une première partie avec des gens de la moto. Alors, Sophie Casanova, Philippe Budillon, Sébastien Pernel, ce sont tous des gens que tu connais bien, toi aussi Pascal, c'est des gens de la moto. C'est pas seulement des gens de la moto, si vous prenez cette personne qui est en face de nous, c'est quand même mon boss. Donc, alors il n'est pas en tenue de batteur, mais il est en tenue, alors il a été pendant longtemps général manager chez Motul, donc il est monté un peu plus en grade depuis quelques temps. Mais c'est quand même mon boss, donc il est en tenue de mon boss. Donc il passe ses journées à mener l'ordre de la baguette. À la baguette. Et quand tu le vois à la batterie, Pascal, tu te dis mon boss est humain? Oui, on a une relation d'amitié, Daniel et moi. Mais c'est vrai que professionnellement, quand je le vois derrière la batterie, je vois un autre homme. Je le rappelle, hein, Engine, c'est toi de chez Motul, Sébastien Pernel qui était chez Honda, qui est passé chez Ippon, il y a Xavier de Montchenu de Motojournal, rédacteur en chef de Motojournal, des gens du milieu de la moto. Vous jouez quoi comme musique? Christophe Guyot aussi qui vient. Et Christophe Guyot, bien sûr. Et qui fait quelques titres avec nous, bien sûr. Vous jouez quoi, Daniel, comme morceau? Type de morceau? Sur la base, effectivement, on l'a cité, 60s, on est un peu né dans les 60s. Alors moi, je suis peut-être le plus vieux du groupe, donc les autres sont plutôt fin 70s, 80. Tu peux le dire, rock, hein, mais tu peux le prononcer. De toute façon, le rock, c'est le mot-clé. Hein. Alors, les 60s, on parlait de pop, mais je crois que la pop a un peu disparu. Mais c'est le rock englobe à peu près, mais c'est large le rock, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on peut jouer des titres de Jimi Hendrix, de David Bowie, puis on peut aussi faire du Franz Ferdinand des années 2000. Donc, En tout cas, on ne se lasse pas de vous voir dans ce rôle de musicien. Merci. Et on est allé vous voir au Bol d'Or. Éric Communier, notre réalisateur, était de la partie et il est allé à la rencontre des membres du groupe. Un petit reportage inside sur le groupe Engine, c'est maintenant.
l'ambition de ce groupe, c'est bien jouer. Voilà, on n'est pas des professionnels. Il y a un niveau un peu, je dirais, relativement homogène, on va dire. On n'a pas tous les mêmes backgrounds, comme on dit. Mais vraiment, l'objectif, c'est faire plaisir aux autres. C'est-à-dire, quand on monte sur une scène comme celle-ci, c'est une chance. Donc, il faut essayer d'assurer le show. On a décidé ça. Pour le Moldor l'année dernière, on a fait une quinzaine de répétitions ensemble pour arriver avec une setlist d'une douzaine de morceaux. Moi, je suis un peu né avec une batterie parce que mon père était batteur, donc il y a toujours une batterie à la maison, donc j'ai décidé que j'étais batteur dès l'âge de 2 ans. Autodidacte, j'ai jamais pris un cours. Le rock, on le sait, c'est du feeling. Hein. Les punks, ils ont monté des groupes, ils ne savaient pas jouer. Hein. J'ai 18 ans, mais je devrais être super bon et voilà, je m'applique, j'essaie de bien faire ce que j'apprends. C'est classique rock, c'est ZZ Top, c'est ce que j'aimais quand j'avais 18 ans, Deep Purple, les Beatles, les Stones. C'est vraiment sympa de jouer sur une scène comme ça, devant du public. En plus, il y aura Johan ce soir, ça va être très particulier, parce qu'il est adoré par tous les publics motards, donc ouais, ça va être sympa. Ouais, attends. On se fait juste la fin et à mon avis il faut que tu restes juste au kick. Tout. Tu fais un truc comme ça quand on lance. Tout départ, non, avant je suis pianiste, je suis multi-instrumentiste en fait. Et puis après on m'a dit, à force de faire des chœurs, on m'a dit que j'avais une jolie voix, donc je me suis lancé dans le chant. Et j'ai alterné chant, j'ai plusieurs groupes aussi à côté, en amateur. J'alterne chant basse, voilà, T'es le couteau suisse. Je suis le Rémi Bricard de la bande en fait. On est très ouvert à tout. Je propose Jean-Jacques Goldman, c'est le seul truc qu'ils veulent pas. Ah, ça sort, mais il y a un entre-deux, à un moment que ça vient pas. Mais là, parce que là, c'est normal, je fais. Après, je prends du bière, moi je veux boire un petit coup avant de jouer. On y était au concert, Pascal, au Salon de Lyon. Engine a joué encore, tu y étais? Oui, une fois de plus, mais Daniel a une culture musicale extraordinaire. Moi, j'ai une culture sur la moto qui est quand même de longue date, mais lui, sur la musique, il est souvent imbattable. Et il a une histoire, parce que moi, je l'ai aussi, mais Daniel plus longuement que moi, il a rencontré donc Nick Mason, le batteur des Pink Floyd, qu'il a accompagné lors de Rétromobile, et ils sont restés en contact l'un et l'un pendant longtemps, notamment avec son manager. Donc c'était l'apothéose pour Daniel. Moi c'était JMB, et Daniel, Nick Mason des Pink Floyd. C'est la magie de Motul. Tu l'as résumé, hein, c'est une histoire de gens passionnés. Donc on peut l'être dans son métier, puis alors quand ça rejoint sa passion. Moi j'ai toujours hésité en fait, c'est-à-dire je me suis dit au fond, travailler dans sa passion, oui, alors ça, toi c'est ce que tu fais, mais moi le fait de ne pas le faire, finalement, tous mes amis qui bossent vraiment dans la musique, peut-être qu'à un moment donné on peut se lasser, moi non, puisque ça reste avant tout un loisir. L'histoire est sans fin entre moto et musique, et d'ailleurs, on va se réécouter un petit morceau pour se faire plaisir. Retour sur le plateau de Power Sport News avec Mathias Trésarieux, spécialiste du speedway et du long track. Salut Mathias. Bonjour, salut Pascal. Salut Mathias. Tu nous as amené une très belle combinaison, c'est celle de l'équipe de France, puisque ouais, tu représentes, tu portes les couleurs françaises au plus haut niveau du speedway, c'est ça? Ouais, je porte les couleurs françaises, notamment dans le speedway. Avec, du coup, là, on va avoir une course en avril prochain, en avril le 20, pardon, pour le championnat d'Europe par équipe des moins de 23 ans. D'accord, t'as quel âge? Moi j'ai 21 ans.
21 ans, donc tu peux encore disputer le championnat. Pascal, le speedway, tu nous expliques, et puis après Mathias, il fait les précisions. Nous, le speedway, il y a quelques années, on était partenaire du Ice Speedway. Donc on a parcouru, je dirais... J'étais allé le voir à Assen. Une partie de Assen, et on était même allé jusqu'à Moscou, donc garder ses courses sur glace avec ses pics sur les pneus, c'était exceptionnel. Et puis, on a chez nous un commercial qui s'appelle Christophe Martin, qui est investi dans la Fédération française de Speedway. Et grâce à Christophe, il nous a amené le Speedway chez Motul, et on est devenu partenaire de cette équipe ô combien importante. Alors, la différence entre le Ice Speedway et le Speedway, c'est la glisse, Mathias. Tu nous expliques? Ouais, c'est ça. Le Ice Speedway, c'est du coup, comme son nom l'indique, c'est sur de la glace. Donc, pas de glisse, hein, là. Pas de glisse, là. Ils vont être penchés à peu près comme en MotoGP. Encore plus, hein, ils touchent le encore guidon. plus, les coudes, le genou. Mais après, c'est quasiment pareil au niveau de la piste, c'est-à-dire qu'on va tourner en rond, toujours à gauche. Voilà, c'est des anneaux. C'est ça. 4 pilotes au départ. Le départ, c'est derrière un élastique. Donc, ouais, à peu près pareil que nous. C'est juste la moto, du coup, qui va être différente. Du coup, l'équipement aussi, par rapport au sport. Et ouais, c'est tout. Vous êtes, voilà, départ à l'élastique. Vous êtes 4. La règle, elle est simple. Premier arrivé, c'est celui qui gagne. Et après, vous faites des manches, c'est ça? C'est ça. Alors, le premier arrivé, bon, c'est vrai que dans notre sport, le départ fait à peu près 80% de la course. Mais bon, après, voilà, il existe des pistes où on peut faire la différence sur 4 tours. C'est possible, on a déjà vu des pilotes faire partir dernier et revenir premier dans une manche. C'est 4 tours. 4 tours. L'anneau, il fait combien de distance? Ça va de 300 à 500 mètres. Ouais. Les circuits en France, on en connaît quelques-uns. Ils sont surtout concentrés dans le sud-ouest de la France, c'est ça? C'est ça. Tu nous cites les noms? Alors, il y a Morises. Ensuite, on a la Motte-Landeron, Marmande, La Réole. On a Miramont. Et on a aussi un club proche de Lyon, à Mâcon, où il y a un gros complexe sportif aussi là-bas, où on fait pas mal de championnats de France. Alors Mathias, toi tu portes un nom qui est très connu au niveau national sur le speedway, Trésarieux. C'est aussi le nom de ton père, de ton oncle, qui sont des compétiteurs de speedway. Et avant de continuer avec toi sur le speedway, on va l'écouter, ton père, qui nous explique la différence entre une moto de speedway et une moto de long track. Ah oui, effectivement, c'est des machines ultra particulières et chacune est vraiment dans son style. Il y a quoi? Il y a 2 disciplines différentes peut-être là? Oui, donc juste devant toi se trouve une moto de long track. D'accord. Long track et grass track donc. Et ici, c'est une moto de speedway. La différence entre les 2 disciplines, c'est quoi? Alors, les différences, c'est juste par rapport aux pistes. Bon, et la moto aussi. Donc, les pistes de long track, grass track, c'est des pistes en terre ou en sable qui vont de 400 à 1000 mètres. Et en speedway, on est plus sur des petites pistes qui vont de 200 à 450, 500 mètres maximum. Ça veut dire que les motos font le même nombre de tours ou c'est des courses complètement différentes? Non, c'est exactement identique. C'est juste le nombre de participants au départ qui est différent. Il n'y a que 4 pilotes en speedway et jusqu'à 6 pilotes en long track. Donc c'est la castagne ça? Ouais, c'est la castagne là aussi. Mais en fait, voilà, c'est juste une histoire de longueur de piste et de motos un petit peu différentes, mais en pilotage, c'est similaire. Alors là, le gros changement par rapport à une moto de long track, c'est qu'on n'a pas du tout d'amortisseur à l'arrière. On se retrouve juste avec une fourche à balancier. C'est monté en rigide complet? C'est monté complètement rigide et pas de boîte à vitesse, c'est juste un relais. Donc on lâche l'embrayage et c'est parti pour 4 tours. D'accord. Sur la moto de long track, on voit au milieu une petite boîte à vitesse avec 2 rapports. Oui. D'accord. Et si sous la bâche, on peut apercevoir un amortisseur à arrière. On peut sortir par devant, c'est serré. Donc là, il se trouve un mono-amortisseur pour l'arrière. Donc la moto est sensiblement plus longue. Et le diamètre des roues arrière est différent. On a 22 pouces sur la moto de long track et 19 pouces sur la moto de speedway. Alors j'en ai rarement vu à la station des machines comme ça. J'imagine que quand tu veux faire le plein, ça se passe là, mais tu mets du super, du sans-plomb? Non, ça fait partie aussi des particularités de notre sport. On roule au méthanol, donc 100% méthanol. Donc tout petit réservoir, petite contenance puisqu'il n'y a que 4 tours. Ouais. Donc voilà, c'est encore quelque chose de nouveau dans notre sport. Alors speedway, long track, sont des disciplines qui viennent d'où, l'origine?
Alors c'est le dilemme, certains disent que ça arrive de l'Angleterre, d'autres l'Allemagne a commencé. Donc aujourd'hui dans l'histoire, le sport est tellement vieux qu'il faudrait voir les historiens du sport parce que je suis incapable de dire aujourd'hui si c'est vraiment les Anglais qui ont démarré ce sport. Pascal, Stéphane Trésarieux, j'en parlais tout à l'heure, c'est un nom qui parle dans le monde du speedway. Toi, il t'évoque quoi? Ça m'évoque des titres de champion de France, champion d'Europe, en solo ou même par équipe. Et je ne pensais pas que la France était à un tel niveau. Donc, lorsqu'on a rencontré son père, lorsqu'on est allé à Morizès, j'ai découvert la discipline en France. Donc déjà, ils ont des Kazakhs, donc ils ont des casques qui portent des couleurs. Il y a un public et un public familial. On est assis sur des chaises de camping, comme on ira aux courses à Longchamp ou à Saint-Cloud. Donc des gens d'un certain âge, 80 ans, 85 ans, sont très attachés à leurs courses et cochent des paris. C'est des paris sportifs. Ouais. Donc, et là, on voit une discipline, c'est la fête. On parlait du Touquet, on parlait de choses comme ça où effectivement on rassemble des gens. Dans la région sud-ouest, c'est une vraie magie pour cette région de rassembler toutes les familles. Donc c'est exceptionnel. On a écouté ton père, Mathias, c'est un héritage, le speedway? Comment c'est venu? On t'impose? Ah non, on m'a pas du tout imposé. Et contrairement. T'as pas eu le couteau sous la gorge? Non, pas du tout. Au contraire, on voulait absolument pas que j'en fasse. T'es un Trésarieux, mon fils, tu vas faire du speedway, c'est pas ça? Non, c'est pas du tout. Non, moi au début, je voulais faire du motocross, comme la plupart des petits qui avaient avec moi qui faisaient de la moto. Voilà, je voulais faire du supercross, être comme Marvin Musquin. Et puis en 2016, un peu avant Noël, un peu malin, j'ai dit bon, j'aimerais bien essayer. Donc à Noël, j'ai eu ma première moto. Et je voulais juste faire une année pour m'entraîner, pour essayer. Sauf qu'à l'entraînement, j'ai tout de suite aimé. Et j'ai directement commencé les courses et gagné des titres. T'as gagné des titres, lesquels? Champion de France dès ma première année en 125. Ah ouais, t'avais des dispositions après, quand même. Ouais, voilà. Ça se court sur quoi? Sur quel type de moto, le speedway? En jeune? Alors, en jeune et après? En jeune, c'est quasiment la même moto que les grands. Donc du coup, les plus petites, c'est un moteur 125 cm3. Et ensuite, après, on a le 2,5. C'est quoi la marque? C'est Shupa. C'est tchèque. C'est tchèque. Ouais, et il y a Java aussi qui produit des ça, motos Java, de ça va être pour les plus grands. Donc à partir du 2,5, du 250 cm3 et du 500. D'accord. Ça roule vite le speedway? Oui, très vite. Parce que du coup, on est sur des motos, j'ai pas dit, mais sans frein. Sans frein, exactement. Ouais, parce qu'on l'a dit au passage, comme ça, vite fait. On a exploré les règles du speedway, mais bon, pour ceux qui nous regardent et qui regardent les reportages sur le speedway, sachez qu'à droite, il n'y a pas de frein. C'est ça? C'est ça, il n'y a pas de frein avant, pas de frein arrière. Bon, après, on a la moto qui a un frein moteur assez important, mais bon, ça ne nous freine pas comme si on avait des freins, si on prenait du frein avant, frein gauche, frein Petite arrière. Parenthèse, tu as ton permis ou pas? J'ai pas mon permis moto, non. D'accord, tu comptes mettre un frein sur ta moto de route? Ah oui, quand même. Oui. D'accord. Et alors oui, non, ça va vite. Ouais, ça va très vite. Par exemple, sur une piste comme l'Ariole qui fait à peu près 350-400 mètres, sur une ligne droite, à un bout de ligne droite, on va arriver à 100 km/h dans les virages. Ouais, et puis tout en glisse. Et puis en glisse. Tout en travers. Voilà. Il y a des crashs de temps en temps, j'imagine. Comme tout sport où il y a des crashs et des fois ils sont un peu plus violents que certains. Ça t'est déjà arrivé de te faire mal en speedway? Ouais, moi ça m'est déjà arrivé de me faire mal en speedway. Mais au championnat de France, en fin d'année, là, sur une manche, au départ, j'ai eu la chance, c'était au départ, donc premier virage, donc on n'avait pas encore la grande vitesse. Ouais. Mais j'ai eu un accrochage avec un concurrent à moi. Et en tombant, j'ai le bras qui a touché le pneu. Oh! Et donc ouais, je me suis brûlé au 3e degré profond. Sur le pneu? Sur le pneu, ouais. Heureusement qu'il n'y avait pas de clou celui-là, mais... Ouais, heureusement, sinon j'avais plus de bras. Donc, ah ouais, et les combinaisons, elles sont en quoi alors? Elles sont en Kevlar. C'est du Kevlar pourtant. Ouais. Kevlar, mais c'est très fin pour qu'on soit le maximum à l'aise parce qu'on bouge beaucoup sur la moto. Ouais. On a beaucoup de mouvements. Donc pour qu'on soit un maximum à l'aise, c'est... Les protections, vous en avez d'autres? Sous cette combinaison, vous avez quoi comme type de protection? Moi, ce que j'utilise, moi, c'est comme un peu le cross, c'est une dorsale que j'ai coupée là pour avoir... Obligatoire la dorsale quand même? Ouais, obligatoire la dorsale. Ouais, parce que c'est quand même un sport au haut risque. Ouais, j'imagine, oui. Ouais. Et après, short de protection pour être un peu plus à l'aise sur la moto, des genouillères.
Et après des bottes. Et les bottes, alors quel type de bottes? Les mêmes qu'en motocross? Alors ça se rapproche un peu, et c'est un peu plus proche du trial. Sauf que nous, la particularité, c'est que la botte gauche, pardon, du coup, elle va avoir la semelle plate pour qu'on puisse du coup installer cette semelle métallique qui va nous aider à la glisse. Juste sur le pied gauche? Juste sur le pied gauche. D'accord. Ce sera que sur le pied gauche parce que ce pied gauche, à l'entrée virage et même dans les virages, il pourra nous aider justement à stabiliser la glisse et à stabiliser la moto. Donc ça, ça permet de glisser et ça nous aide. Ça fait un point d'appui, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est en quelle matière? C'est vous qui le fabriquez, j'imagine? Non, c'est un fournisseur qui. C'est un fournisseur. C'est quoi la matière? Du métal. Du métal. Ouais. On dirait un soulier, hein. Ouais. Tu mets un talon et c'est un... Ouais, c'est Cendrillon rapide, quoi. Tu m'as dit combien de manches au championnat? Combien de courses tu as, toi, dans ton année? Et est-ce que ça te permet de faire un autre métier à côté? Alors, j'ai à peu près 15 courses en France, donc en comptant le championnat de France, les championnats Europe et monde. Oui. La Ligue de Speedway française, du coup, avec les clubs qui s'affrontent en Speedway. Et ensuite, j'ai une vingtaine, trentaine de courses à l'étranger, entre les qualifications Europe, monde, pareil, les finales. Et après, j'ai aussi... Tu as répondu à ma question, tu ne peux pas avoir de métier. C'est compliqué, si tu veux être pro. Ouais, parce qu'on a beaucoup de déplacements, et notamment, j'ai signé un contrat en Pologne. Donc, la Pologne, c'est un peu la mecque du speedway. Donc, en Pologne, c'est... C'est le pays du speedway, la Pologne. Ouais, c'est le pays du speedway. D'accord. Avec des stadiums, nous ici on a des stades de foot, eux là-bas ils ont des stades de foot aussi, mais ils ont surtout des stades de speedway. Ouais, c'est grandiose, et je me rappelle être allé quand on est allé à Moscou, donc sur les courses de Ice Speedway, avant de mettre leur combinaison, ils mettaient une cotte de maille, comme les chevaliers. Ouais, à l'ancienne. Je me suis dit, mais ils vont faire quoi? Et le type mettait une cotte de maille, et lorsqu'il la retirait, il la retirait de la même manière qu'on voit les chevaliers, et puis la cotte de maille qui est retirée, et c'était absolument stupéfiant. Vaut mieux être extérieur ou intérieur? Alors ça dépend des pistes, mais la plupart du temps c'est mieux d'être au couloir le couloir 1, qui est le couloir rouge, et le couloir 5 qui est contre les planches à l'extérieur, le couloir vert. Ça, la plupart du temps, c'est ces deux couloirs parce qu'on a. Quand on est au milieu, on est foutu, quoi. Quand on est au milieu, ouais, la plupart du temps, c'est compliqué. c'est plus compliqué. Mais le départ peut permettre de s'extirper. Sur des pistes, c'est possible qu'on voit le couloir, par exemple, le couloir du milieu, le couloir 3 à partir de 20. Merci Mathias. Dernière question, tes échéances, les prochaines courses? Et bien, du coup, j'ai la Ligue de Speedway Motul qui commence le 30 mars à Marmande. Donc moi, je serai avec l'équipe de Morizès, donc ça sera contre Marmande, L'Aréole et Miramont. Et ensuite, du coup, j'ai l'équipe de France junior pour les moins de 23 ans en République tchèque. Oui. Et ensuite, j'ai eu une course en Pologne et une grosse course en fin d'année où il va falloir quand même que je montre de quoi je suis capable sur les épreuves de France tout pour être sélectionné pour le championnat du monde par équipe de l'Ontrack qui se déroulera à Morizès en septembre. Merci Mathias pour toutes ces explications. Merci à la grande famille du Speedway et à la grande famille Trésarieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis j'invite tout le monde à aller sur le site de la FFM, la Fédération Française de Moto, regarder tous ces résultats qui vont se suivre pendant toute l'activité du mois d'avril. On accueille de nouveau Jean-Marc Delétang qui revient sur notre plateau. On a fait une incursion sur les pistes en terre avec Mathias Trésarieux. On revient sur le bitume avec le championnat de vitesse nationale, le FSBK. Ce sont des courses de vitesse, comme leur nom l'indique, qui se déroulent sur des circuits, sur un certain nombre de circuits. Et il y a pas mal de catégories. Tu nous expliques, Jean-Marc? Alors, championnat de France, il y a 7 épreuves qui commencent début avril et qui vont se terminer sur le circuit du Castellet à la fin du mois de septembre. On a différentes catégories, donc on commence à partir de 10 ans avec la Moto 5, Moto 4. Après, on a l'OGP, donc c'est un peu l'antichambre des Grands Prix. Enfin, voilà. OGP, Objectif Grand Prix. Voilà, exactement, où on fait rouler des 250 cm3.
Après, vous avez de la 300 cm3, les 300 Super Sport. Oui. Vous avez les 600 Super Sport qui intègrent cette année une nouvelle catégorie qui soit de la nouvelle génération, à savoir que maintenant les Ducati 978 peuvent rouler avec les Triumph, avec les MV Agusta. Parce que ça, toutes ces disciplines, ou presque, se font avec des motos qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà. C'est ça, hein, l'idée. C'est-à-dire que le but, c'est à la base, c'est que la moto soit homologuée à travers un certain nombre de motos vendues dans le commerce. Donc elles sont toutes issues d'un catalogue du constructeur. Les 300, les 600 et les 1000. Et la catégorie la plus puissante, ce sont les 1000. Pascal, ce sont des motos issues de la série, encore une fois. Ah, quand Jean-Marc parle de moto de série, oui, c'est une moto du commerce. Vous retirez la béquille, vous retirez les clignotants, vous améliorez certains points qui peuvent être dangereux lorsque vous êtes sur la piste, la bavette arrière et ainsi de suite, mais c'est exactement la même machine que vous pouvez acheter chez un concessionnaire moto, n'importe quelle marque. Alors ça marche pas en voiture. Mais en moto, ça fonctionne. Ouais, c'est-à-dire qu'un bon pilote, Jean-Marc, tu confirmes, un bon pilote, on le met sur une moto qui sort de chez Team de l'Étang, il peut faire un chrono qualificatif pour le Superbike. Ben regardez Valentin Debise, il y a quelques années, quand il est venu rouler avec nous, sa moto était proche de la série. Hein. Vraiment moteur d'origine. Alors, ce qui est bien, c'est que la commission, on a vraiment fait un job où les motos la commission de vitesse, qui gère tous les championnats, à la FFM exactement, il y a vraiment, avec le technique et puis cette commission vitesse, il y a vraiment un encadrement au niveau du respect du règlement. Donc ça sous-entend que les moteurs sont sensiblement d'origine. Après, il y a énormément de modifications sur le châssis au niveau des suspensions, au niveau des freins. Mais en attendant, la base, elle est vraiment proche de l'origine. Ouais. Le championnat, tous les spectateurs peuvent venir. C'est un championnat très accessible. C'est sur des circuits français prestigieux. Oui. Il y a Le Mans. Il y a Manicourt, il y a le Castellet, Nogaro, Lévenon. Puis on voit qu'un circuit comme Nogaro a refait la totalité de sa piste cette année. Les pilotes sont accessibles. Les gens peuvent aller partout. Leur parler sans problème. C'est vrai que quand on voit l'engouement qu'il y a au MotoGP, c'est incroyable, parce que quand on voit le nombre de spectateurs, on s'aperçoit que la passion est toujours là. On a vu le nombre de personnes qui étaient au Salon de Lyon. La passion est toujours là. Et c'est vrai que parfois, on aimerait qu'il y ait plus de spectateurs au niveau des épreuves de Superbike, mais je pense qu'après, c'est plus, on se pose et on essaie de trouver des solutions, mais il y aurait moyen de donner envie aux gens de venir découvrir ce championnat. Parce qu'en Superbike, en FSBK, Jean-Marc, il n'y a pas besoin du pass que tu as là, Pascal, comme pour le MotoGP. Tu nous montres, c'est le sésame en MotoGP, c'est ça? Ce que je voulais, on a parlé de citadelle imprenable. Moi, je suis rentré chez Motul il y a 34 ans. Et donc, depuis toutes ces années, à un moment, je me suis retrouvé en face du MotoGP. Montre à la caméra. Et je me suis dit que je voulais amener ce qu'on appelle le Graal. Plus haut. Donc, aujourd'hui, je fais partie des gens, des privilégiés de ce milieu, à pouvoir bénéficier. Donc vous recevez chaque année ce fameux Graal, donc ce pass MotoGP qui vous est remis par la Dorna. Ouais. Cet accès aux grilles de départ, hein, que ce soit le Moto 2, que ce soit le Moto 3 et le MotoGP, toutes les catégories, vous avez effectivement le parking à votre nom, le courrier qui vous est envoyé par la Dorna et qui mesure l'importance de l'émotion et la partie religieuse qu'il vous est remis de tous ces documents. Toutes les dates sont disponibles sur le site de la Fédération Française de Moto, la FFM. Les résultats aussi, une fois que les courses ont eu lieu, arrivent très rapidement. Les enfants, à partir de quel âge? Tu parlais des enfants. Oui, à partir de 10 ans. Oui, on a toute une série, c'est-à-dire que la fédération, encore une fois, avec la commission, on a pris conscience, parce que c'est vraiment abouti déjà dans le tout-terrain. On a les meilleurs pilotes du monde tout-terrain, mais parce que le tout-terrain était précurseur sur le mini-vert et tout, avec différentes catégories. Là, la vitesse, depuis que Sébastien est arrivé il y a 4 ans, il y a vraiment Poirier, le président. Ouais, exactement. Il y a vraiment une remise à plat un petit peu de l'accessibilité au niveau de la jeunesse, parce qu'à l'époque, les enfants, quand ils voulaient faire de la moto, on les emmenait systématiquement vers le tout-terrain, vu qu'il n'y avait pas de structure de vitesse. Maintenant, il y a eu tout un process d'homologation de circuit de karting, où on fait des courses avec des moins de 25 chevaux. Oui. Et là, on a des enfants à partir de 8 ans qui viennent faire des courses en 110, après en 160, en 190. Et là, on s'aperçoit qu'on commence à avoir un réservoir d'enfants qui grandissent, et j'espère on va retrouver donc après en OGP, et puis pour les meilleurs.
Au GP, on en reparlera plus tard, Pascal, mais c'est objectif Grand Prix, parce que l'objectif, c'est de les monter jusqu'au Grand Prix, ces jeunes. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de Fabio Quartararo, de Johan Zarco, et on se pose la question derrière. Tout le monde se pose la question depuis quelques années, qu'est-ce qu'il y a derrière qui va prendre le relais? Il faut se rappeler, David, moi je suis un petit peu plus vieux que vous, mais une fois de plus, avant il y avait 50 cm3, des 125, des 250, des 350, des 500, des 750. On avait une culture de la moto, mais les gens qui roulaient en 50 cm3, ils étaient presque vieux, donc, parce que ça coûtait énormément d'argent. La course motocycliste aujourd'hui de route coûte beaucoup d'argent. Et on essaye de réduire avec Objectif Grand Prix, avec des machines qui sont créées exprès pour coûter le moins cher possible à la famille. Parce que c'est quand même des familles qui payent ça, et c'est des gamins qui ont 8 ans. À 8 ans, il n'y a pas un gamin qui bosse. Donc c'est ça qui est l'important dans notre pays, c'est de trouver cette manne pour permettre à la jeunesse de pouvoir rouler. David, je suis sur le stand Motul avec Laurie Frémy, le responsable de l'école de pilotage Carol Sworkid. Laurie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est Carol Sworkid? Alors, donc, c'est une école de pilotage. On initie les jeunes de 6 à 14 ans. On commence par leur faire découvrir avec des petites motos électriques. Ensuite, on les passe sur des motos ovales, des 110 automatiques. On leur apprend par la suite à passer les vitesses, à gérer l'embrayage avec des 110 à vitesse. Et par la suite, on les perfectionne pour, après, pourquoi pas, partir dans les championnats et faire de la compétition. Donc on est très fiers de cette école de pilotage qui a été mise en place par la fédération et le circuit Carol il y a déjà 3 ans. D'accord, bon, c'est un super projet et c'est une super structure. Je te remercie. Merci pour ces quelques informations. David, je te redonne la main. Allez, on fait une petite pause en musique avec le groupe Engine. Sur notre plateau de Power Sport News, pour terminer en beauté, le motoball et un joueur de motoball, Louis Magnien. Salut Louis. Bonjour monsieur. Bonjour Louis. Donc le motoball, c'est quoi Louis? C'est de la moto et du foot? C'est ça porte bien son nom, c'est du foot à moto. Donc on est 4 joueurs à moto, plus un gardien. Sur un terrain qui est égal à un terrain de foot, les mêmes superficies. Même superficie qu'un terrain de foot. Exactement, c'est exactement ça. Et la petite particularité qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'il y a une zone qui protège le gardien. Donc lui n'a pas le droit d'en sortir et nous n'avons pas le droit, joueurs à moto, d'y pénétrer. Ouais, c'est mieux pour la sécurité quand même. C'est mieux. Donc... Mais il y a quelques années de ça, au début du motoball, le gardien était à moto. Ah oui? C'est un peu, en fait, ça a commencé dans les années 30 en Angleterre et au fur et à mesure des années, il s'est avéré que du coup c'était trop dangereux pour que le gardien soit à moto. Donc c'est un peu comme au hand, il a une zone qui le protège des motos. Pascal, le motoball, tu connais? T'es déjà allé voir des compétitions de motoball? Ça fait tellement d'années que j'en entends parler que je ne sais même pas comment ça fonctionne. Ah bah, Louis va tout nous expliquer. Ouais. Moi, j'ai pratiqué le motoball. Je suis allé sur le terrain de Neuville. C'est le club pour lequel tu joues? Exactement, Neuville de Poitou. Il y a quelques années, avec l'équipe de Motojournal, on y était allé. On était surpris par l'accessibilité finalement de ce sport. Alors, à petit niveau. Hein. L'accessibilité de prime abord. On s'amuse tout de suite. On s'est amusé tout de suite. Par contre, pour être bon, c'est une autre histoire.
C'est ça. Disons que pour faire du motoball, on pense que c'est juste monter sur une moto et puis pousser un ballon. En fait, faut avoir commencé le plus jeune possible. Donc pour ma part, je pense que c'est du foot à moto. Donc c'est mieux d'avoir pratiqué du foot dès le plus jeune âge que d'avoir fait de la moto dès le plus jeune âge. Parce que la pratique de la moto, on l'acquiert avec le temps, alors que la pratique du foot, la vision de jeu, la qualité de passe et de frappe, ça vient pas du jour au lendemain. Et alors, est-ce qu'on arrive à être précis? Parce que tu nous as amené ton matériel, donc un maillot avec un numéro. Exactement. Évidemment, hein, pour... voilà. Donc numéro 8, c'est pas ton nom, hein, non, exactement, c'est pas mon nom, mais c'est mon numéro que je porte depuis que j'ai commencé en cadet, à l'âge de 14 ans. Ouais. Ensuite, on a du coup la botte. Donc c'est une chaussure qui est plutôt bien renforcée parce que du coup c'est une pratique où il y a des contacts aussi bien avec le ballon mais avec les joueurs adverses et avec les motos. Donc on a nécessité d'être bien harnaché, bien renforcé. Et un peu plus haut, du coup, on va avoir la guêtre. Donc là, elle peut être soit en cuir, soit en plastique, et qui nous permet du coup de nous protéger le tibia en cas de contact avec une moto adverse ou quand on vient qu'à tomber. Parce que là, c'est quoi le revêtement? Donc en fait, c'est sensiblement identique à une chaussure de sécurité, sauf qu'il n'y a pas de coque en métal au bout. Et sinon, ça nous arrive comme ma paire de chaussures, de lui mettre un revêtement en PVC, enfin en PU, pour renforcer et protéger le cuir. Vous arrivez à avoir une bonne sensibilité dans les shoots parce qu'il y a un ballon. Tu as amené un ballon. Hein. Exactement. Tu nous montres le ballon. Allez, ouais, c'est Tac. taille XXL. Ouais. Voilà, c'est taille XXL, ça fait à peu près 1 kg. Disons que il est assez impressionnant pour un gardien. Vas-y, passe. Hop. Allez, à toi Pascal. Ouais. D'accord, ouais, c'est magnifique. pas mal. Et donc là, on arrive à avoir une bonne sensibilité, à être assez précis sur les shoots. Voilà, c'est ça, parce que on pense que du coup, faire du motoball, on le fait avec des bottes de motocross, mais il n'y a pas assez de maniabilité, de sensibilité au niveau de la cheville. Donc c'est pour ça qu'on a des chaussures qui s'arrêtent juste au-dessus de la cheville pour pouvoir avoir la même maniabilité, la même sensation qu'un foot, en fait. Comment on vient au motoball? Le motoball, c'est souvent une histoire de famille, de connaissances. Et de lieux géographiques aussi, parce qu'il y a des villes historiques du motoball, hein, je me trompe pas. On va dire que les clubs historiques, il y a Oulgat, qui est en Normandie, c'est le plus vieux club de France. Et sinon, le fief du motoball en France, il est situé dans le Vaucluse, dans le sud-est, autour de Carpentras. Il y a 5-6 clubs à 20 km à la ronde. Ouais. Et du coup, nous, à Neuville-de-Poitou, à côté de Poitiers, on est vraiment ce club qui est esselé. Donc quand on arrive dans le motoball, c'est vraiment parce que on est le local. On baigne dedans depuis tout petit. Voilà, moi j'ai mon cousin qui en a fait depuis tout petit. J'y allais quand j'étais tout petit. Donc je fais du foot et de la moto depuis tout petit. Donc c'était un peu... Est-ce qu'il y a des postes? Est-ce qu'il y a des règles où vous pouvez faire des têtes avec les casques? On va dire qu'on peut tout faire comme au foot, si ce n'est des reprises acrobatiques. Mais ça nous arrive de reprendre des ballons venant d'un centre. Faut prendre Tom Pagès. Pourquoi pas? Mais non, on fait vraiment tout type d'action, des têtes, des centres, des reprises. Voilà, on peut vraiment tout faire à moto. Le pantalon, c'est un pantalon de cross, c'est un pantalon Exactement, l'équipement est sensible à un crossman. Donc le maillot, le pantalon. Ensuite, on a des genouillères, des coudières. Dans l'ensemble, mis à part les chaussures et les guêtres, qui sont différentes du motocross. Vous vous blessez un peu, ouais. C'est un sport de contact. Parce que c'est un sport de contact, ouais, c'est un sport de contact. Ça arrive, les blessures. J'en ai subi quelques-unes. Quand c'est des fractures, on va dire. Les jambes? Oui, c'est souvent les jambes ou les épaules.
Enfin voilà. Ah oui, il y a du contact. Il y a du contact parce que on veut toujours être le premier sur le ballon et ça arrive que des fois il y en a qui se passent devant et qui te passent devant et qui coupent la trajectoire. Là, il y a des freins, c'est pas comme le speedway. Hein. Vous avez des freins. Ouais, on a cette chance-là nous d'avoir des freins qui sont très importants. Et c'est quel type de machine? Donc c'est des motos qui font 250 cm3. Il y a 2 marques dans notre discipline. Donc, depuis les années 2000, c'était plus la marque Gaz. Et là, depuis 2015 à peu près, il y a la marque TM qui est rentrée dans la discipline et qui se démarque bien. C'est des flottes par équipe ou c'est individuel? Vous avez chacun votre moto. Comment ça se passe? Alors en fait, on a chacun notre moto. Disons qu'elle nous est attitrée. Mais sinon, l'ensemble des motos appartient à notre club. Ah oui. Voilà. Donc on va dire que on a un sport collectif, mécanique. Donc qui dit mécanique, qui dit coûte cher. Et en plus de ça, collectif. Donc c'est un gros budget à l'année. Mais on a cette chance-là du coup d'avoir notamment à Neuville un club qui est très structuré, où on a juste, entre guillemets, faisons simple, juste à payer notre licence et avoir notre équipement chaussures guêtres. Ah oui. Mais sorti de ça, c'est tout ce que ça nous coûte. Il y en a qui sont plus spécialisés attaque, d'autres plus défenseurs. Eh bien, ça se passe donc on est 4 joueurs à moto et on attaque les 4 ensemble et on défend les 4 ensemble. Ouais, donc, et la petite particularité, on va dire, à notre discipline par rapport au foot, c'est la ligne médiane où on n'a pas le droit de la franchir tout seul. On est obligé de faire une passe à un coéquipier ou taper dans la moto d'un adversaire pour pouvoir franchir, parce que sinon on partirait de notre camp et on irait directement au but adverse. Parce que vous bloquez le ballon sur la roue avant souvent. Hein. Eh bien, alors, ça peut arriver, mais sinon, donc, la moto, c'est donc une moto de type enduro qu'on rabaisse à l'avant et à l'arrière, et ensuite on l'équipe de pouce-ballon ou d'oreille, une de chaque côté, ce qui nous permet d'emmener le ballon soit à droite, soit à gauche. Et ensuite, on a la petite particularité aussi également, c'est les vitesses qui sont initialement en moto, d'une motocross, c'est au pied. Et donc nous, on les met au guidon. Comme ça permet d'avoir un coup le ballon à gauche, un coup le ballon à droite et on peut freiner. C'est technique, hein, c'est technique. Alors, petite question aussi sur le stade. Le vôtre, il est particulier? Oui, il est particulier parce que la petite histoire, c'est qu'il a été raté. Il a été raté, ça devait être un terrain stabilisé et en fait ils se sont trompés dans la quantité de chaux et ça a fait un terrain en béton. Donc c'est le seul terrain qui est... C'est accueillant pour l'adversaire, c'est comme ça. T'arrives à Neuville, mon gars. Disons que c'est du béton. C'est vrai que c'est un terrain qui est assez compliqué à appréhender pour les adversaires. Donc on a Vous gagnez tous vos matchs à domicile, rassure-moi. On ne gagne pas tous nos matchs, ça serait un peu trop... simple de dire ça, mais non, on essaye d'être invaincu à domicile. Ça arrive le plus fréquemment possible de gagner. Et sinon, après, les autres terrains qu'il y a en France ou à l'étranger, c'est soit des terrains stabilisés, soit des terrains en enrobés comme on peut avoir sur les routes. Il y a un pays qui est nettement au-dessus des autres? Oui, donc le pays phare de la discipline, ça va être la Russie. Ils sont multiples champions d'Europe. Et ensuite, il y a du coup l'équipe de France et l'équipe allemande qui rivalisent pour jouer le titre de champion d'Europe. D'accord. L'équipe de France dont tu fais partie? Je fais partie de l'équipe de France, je suis capitaine de l'équipe de France. D'accord. C'est passionnant, Louis, le motoball. On y passerait des heures, mais on va te remercier. On va te demander quand est-ce qu'on peut te retrouver, tes prochaines compétitions? Donc là, la prochaine compétition, c'est le 6 avril, première journée de championnat de France contre Troyes. C'est le gros choc de cette première journée, parce que Troyes est l'avant-dernier champion de France et nous sommes les derniers champions de France en titre. Vous avez un petit pool de spectateurs, des fidèles? Exactement. Nous, en moyenne, par match à Neuville, c'est à peu près 2500 personnes. 2500 personnes donc, par match, ouais. Ouais, on est le public le plus nombreux en plein air de la Vienne, quoi. Merci Louis, merci pour toutes ces explications. Et puis, pour ceux que le motoball intéresse, c'est le 6 avril. Exactement. C'est à domicile. À Neuville-de-Poitou. À Neuville-de-Poitou. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion de se rendre à Neuville-de-Poitou, il y aura tous les résultats sur le site de la FFM.
Retour à Lyon avec Blandine qui est allée à la rencontre de Sébastien Charpentier, un autre champion du monde, double champion du monde super sport, qui lui aussi a un faible pour la musique puisqu'il mixe régulièrement, il est DJ à 16h. Sébastien Charpentier avec Blandine. Sébastien, parle-moi un peu de ton actualité 2024. Oh là là, elle va être bien remplie. Beaucoup de circuits. Toujours sur la Fireblade Honda avec First on Track. On va commencer par le circuit d'Aragon fin mars, début avril avec Julien Dugour, un chef pâtissier étoilé qui adore la moto. Donc une année encore une fois bien remplie en termes de roulage sur circuit et puis bien évidemment pas mal de surprises aussi en dehors. Hall 4, stand Honda. Regardez qui est à côté de moi. Jean-Michel, comment vas-tu? Ça va, très bien. Content d'être sur le salon? Ça fait toujours plaisir de retrouver un peu tout le monde de la moto en fait. Alors on ne présente plus ta carrière, tu es un des plus grands champions de la moto en France. Et justement, c'est quoi l'après-carrière? L'après-carrière, c'est arriver à vivre en appréciant ce qu'on a fait. Et toi, comment tu apprécies tout cela? Non, mais c'est une prise de recul parce que c'est pas du tout la même dynamique que quand on est pilote. Voilà, accepter aussi le fait que ça soit fini et du coup ça donne l'occasion de faire autre chose. Alors j'ai ouï dire que tu faisais pas mal de vélo. Qu'en est-il? Oui, beaucoup de vélo. Alors ça c'est mon côté sportif de haut niveau. J'ai toujours attaché une importance énorme à la préparation physique. Même à la préparation mentale, à l'amélioration de mes capacités. Et donc le vélo me permet de continuer à travailler sur mon physique sans faire forcément de la compétition. Alors le salon du deux roues, je dis bien du deux roues, ce n'est pas que de la moto, c'est aussi du vélo. Voilà, donc on en retrouve un peu partout dans le salon. D'ailleurs, je retrouve également Mathieu. Mathieu, ce sont de très beaux vélos. Moi, j'en ai pas un comme ça chez moi. J'aimerais bien, en tout cas. Mais quoi qu'il arrive, est-ce que tu peux nous expliquer comment bien entretenir son vélo? Bien sûr, je peux vous expliquer. Donc, comme vous le savez peut-être, Motul a sorti une gamme de produits vélo pour entretenir son vélo. Donc, comment s'appelle-t-elle? Donc, la gamme Bike Care, donc qui est composée de 8 produits. Donc, on va avoir un nettoyant chaîne, par exemple, si je prends l'exemple de celui-ci. Donc là, pour bien nettoyer sa chaîne. Donc là, on va venir l'appliquer et après rincer avec un jet d'eau. Donc je préconise toujours de bien nettoyer sa chaîne avant de la regraisser, forcément, parce qu'on ne va pas venir graisser sa chaîne, enfin lubrifier sa chaîne si elle est sale, forcément. Je le précise, mais tous les produits Motul Bike Care sont sur formule sans pictogramme danger. Donc c'est une gamme éco-responsable. Et donc c'est aussi des bidons qui sont 100% recyclés et recyclables. Et après, on va avoir un nettoyant cadre. Si je prends l'exemple du nettoyant cadre comme celui-ci, donc ça, c'est un nettoyant cadre à sec. Donc là, pas besoin de rinçage, comme son nom l'indique. D'autres produits dans cette gamme? Oui, après, on va avoir ce qu'on appelle un Easy Lube. Donc là, c'est un lubrifiant multi-usage. Donc là, qu'on va venir utiliser, que ce soit sur un axe de pédale ou sur des câbles, si on veut forcément lubrifier tout ça. On vous l'avait promis en début d'émission, un ballon, une moto, du motoball. Et maintenant, Benjamin, on va conclure cette émission avec une sorte d'agenda des événements sportifs moto. Qu'est-ce que tu recommanderais? Parce qu'il y en a énormément, on ne va pas tous les faire. Quels événements tu recommanderais d'aller voir? Effectivement, je pense que c'est impossible d'être exhaustif. Maintenant, j'aimerais juste rappeler que le sport mécanique, le sport moto, c'est un sport ultra populaire. On a accueilli 2,3 millions de spectateurs sur les épreuves auto et moto la saison dernière, donc un chiffre exceptionnel qui démontre la popularité des sports mécaniques. Sur le MotoGP, c'est 278 000 spectateurs, record historique pour le MotoGP. 100 000 spectateurs sur le motocross des nations. Et puis l'Enduropal du Touquet, juste te donner un chiffre, c'est 500 000 spectateurs présents sur un week-end de compétition. C'est des événements extrêmement populaires et il y a aussi des événements qui parlent aux amateurs purs de sport moto
Et là, au mois d'avril, il y a quoi? Alors au mois d'avril, on va avoir l'ouverture du championnat de France Superbike. L'élite de la vitesse française va se donner rendez-vous les 6 et 7 avril sur le circuit du Mans. Ouais. Et puis on va avoir aussi l'intégralité de notre saison sportive qui va commencer à dérouler. Donc difficile pour moi de vous donner des dates précises puisqu'on va avoir la Ligue nationale de Speedway, l'Enduro, le championnat de France de motocross, le mini-vert. On a tout ce panel d'activités qui va éclore en ce mois de mars. Et donc ça va rayonner à travers le territoire. Et moi j'invite tout le monde à se connecter sur le site de la fédération pour aller regarder notre calendrier et se déplacer pour aller encourager nos pilotes. Et puis c'est un peu partout en France également. C'est partout en France. Encore une fois, c'est 900 épreuves. Donc on a toujours une épreuve à côté de chez soi. N'hésitez pas à vous déplacer, il y a vraiment de belles choses à vivre. On peut choisir par discipline ou on peut choisir dans sa région en fait. Exactement. C'est tellement vaste qu'on peut faire comme ça. Exactement, choix discipline, région, mais il y en a pour tout le monde. Alors je termine avec Pascal. Pascal, toi, laquelle tu vas choisir de ces courses? Où tu vas aller? Où tu vas sillonner la France? Nous, on va avoir effectivement le championnat de France Superbike. Donc, tu vas y aller au Mans? On y sera, je serai au Mans. On a les 24 heures du Mans. Donc 24 heures du Mans, mi-avril, effectivement une course exceptionnelle, une course d'endurance, comme on la connaît bien. Ensuite, va se dérouler le Grand Prix de France. Après, on a, je dirais, le motocross à Saint-Jean-d'Angély. On est un peuple qui aime la compétition, qui aime la course. La Fédération française de moto, c'est plus de 100 000 licenciés. Et comme on n'a jamais le droit de rien faire, sur ces 105 000 licenciés, on en a même 70-72% qui font du off-road, puisqu'on n'a pas le droit de faire de off-road en France, mais on a quand même 70 ou 72 000 types qui pratiquent le tout-terrain en France, cross, trial, enduro, toute discipline off-road. Donc la France aime le sport, et elle aime le sport motocycliste, et elle aime la compétition. C'est le mot de la fin, merci Pascal. On se retrouve dans Power Sport News pour le 2e numéro, dans un mois exactement, avec le résumé des épreuves sportives, toujours de nouveaux portraits et des reportages exceptionnels réalisés par Blandine et par nos équipes. Rendez-vous dans un mois, fin avril.